Chaque clause des statuts doit être adaptée en fonction de l'activité de la société, du nombre d'associés et du potentiel de développement. Si vous êtes associé, la question à se poser est celle de savoir qui a la majorité et donc qui a le pouvoir. Si vous êtes dirigeant, il faut vous demander quelles sont les conditions de révocation de votre mandat. Il faut également se décider sur la nature de la société. Est-ce que la société a vocation à rester une société fermée, c'est notamment le cas des sociétés familiales, ou est-ce qu'elle a vocation à se développer, notamment par l'entrée au capital de nouveaux associés. Les clauses des statuts les plus importantes sont les suivantes. Les clauses relatives à la répartition des bénéfices, les clauses relatives aux règles de majorité dans les assemblées générales, les clauses relatives à la gouvernance, et enfin, les clauses relatives au transfert de titres. On a par exemple la clause d'agrément et le droit de préemption. Je vais redescendre avec vous les différents modèles pour vous expliquer. Donc là, on est sur un modèle de statut de SAS à associé unique. Donc là, on a la page de garde des statuts. Vous voyez en haut qu'il faut renseigner les informations essentielles de la société, notamment la dénomination sociale, la forme, donc SAS, le montant du capital social et l'adresse du siège social. Ensuite, on va descendre sur la deuxième page. Donc ici, vous avez la comparution des parties à compléter. Donc si l'associé unique est une personne physique, il faudra renseigner ces informations ici. Si l'associé unique est une personne morale, il faudra renseigner ces informations, la dénomination sociale, la forme sociale, le capital, l'adresse du siège social, le numéro de RCS et la personne qui a les pouvoirs de représenter l'associé personne morale et de signer les statuts. Donc article 1, forme sociale, donc là on reprécise qu'il s'agit bien d'une société par action simplifiée. Article 2, objet social, il faudra compléter de manière précise et détaillée l'activité qui sera exercée par la société. Essayez de prévoir un objet social assez large pour éviter d'avoir à modifier les statuts si jamais vous décidez d'exercer des activités connexes à l'activité principale. Ensuite, article 3, dénomination sociale. Donc ici, il faudra compléter le nom que vous aurez choisi pour votre société une fois que vous aurez fait la recherche d'antériorité. Article 4, siège social, pareil, il faudra compléter l'adresse du siège social qui peut, pour rappel, soit être l'adresse du dirigeant, soit l'adresse d'un bien dont la société est propriétaire ou locataire, ou l'adresse qui aura été choisie dans le cadre d'une domiciliation. Article 5, durée, la durée généralement de 99 ans, mais elle peut être plus courte. Ça, c'est vous qui décidez. Article 6, apport. Donc là, il faudra préciser le montant de l'apport. C'est ce que vous allez déposer à la banque. Donc il faudra bien préciser ici l'identité de la banque, l'adresse de l'agence et les coordonnées. Article 7, capital social, donc c'est la même chose. Le capital social, donc je viens de le dire, c'est le montant de l'apport que vous aurez effectué à la banque. Vous devez préciser en chiffres et en lettres le nombre d'actions qui composent le capital social. Généralement, pour faciliter les choses, on prévoit des actions d'une valeur nominale d'1 €. Donc en fait, si vous avez un capital social de 1000 €, vous aurez 1000 actions. Article 8, modification du capital social. Ça, je le passe assez rapidement. En fait, c'est des dispositions du code de commerce. C'est plutôt un rappel des dispositions légales, donc ça, il n'y a rien à modifier ou à compléter. C'est la même chose pour l'article 9, libération des actions, et l'article 10, forme des actions. Article 11, on rappelle que chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quantité du capital qu'elle représente, et elle donne droit également au droit de participer aux décisions collectives. Article 12, cession et transmission des actions. Donc là, pareil, c'est un rappel. Rien à compléter ni à modifier dans ces dispositions. La clause d'agrément, elle est surtout très importante dans les SAS qui comportent plusieurs associés. Donc je vais m'y attarder un peu plus longuement quand je vous montrerai le modèle de statut de SAS. Donc là, je passe rapidement. Article 13, président. Donc là, on rappelle le statut du président, qui peut être une personne physique ou une personne morale associée au nom de la société. On rappelle les conditions de nomination du président, les conditions de cessation de ses fonctions. Ça peut être le décès, l'incapacité, ça peut être la démission ou ça peut être la révocation. On rappelle également ici les pouvoirs du président. Article 14, directeur général. Ça n'est pas obligatoire de nommer un directeur général. On laisse quand même cet article dans les statuts pour se laisser la possibilité d'en nommer un plus tard, si c'est pas envisagé d'en nommer un dès la Constitution. Donc ça, je vous invite quand même à conserver cet article, même si dans un premier temps, vous ne souhaitez pas nommer de directeur général. Alors, article 15, convention réglementée. Donc ça, c'est juste un rappel de la loi sur les conventions à faire autoriser donc chaque année lors de l'Assemblée générale d'approbation
d'approbation des comptes. Article 16, donc là c'est toutes les décisions qui devront être prises par l'associé. Donc là on fait un rappel de la forme et de l'objet des décisions, on précise que ces décisions peuvent être prises par tout moyen, téléconférence, visioconférence, etc. On rappelle le quorum et la majorité, donc là pour le coup quand on est en associé unique, on ne distingue pas entre les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires comme on le ferait dans une SAS avec plusieurs associés. On rappelle ensuite les conditions de révocation, la présidence de l'Assemblée, donc le président de séance c'est le président de la société. Ne pas oublier de dresser des procès-verbaux pour acter de la prise de décision de l'associé. Information des associés, vous avez également la possibilité de procéder à une consultation écrite de l'associé ou de faire des actes sous seing privé. Voilà, ça c'est des modalités de prise de décision. Article 17, exercice social. Généralement, on se cale sur l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, mais c'est tout à fait possible de prévoir une autre période. En fait, il faut coller avec l'activité de la société, c'est-à-dire que si la société elle a une activité en rapport avec une année universitaire, vous pouvez par exemple prévoir un exercice social qui commence au 1er septembre. Le premier exercice social, il débute au moment où la société va être immatriculée. Donc en fait, il débute en cours d'année, ce qui fait que vous n'aurez jamais un exercice social d'une durée de 12 mois. Là, donc on est en 2024, c'est pas la peine de prévoir un premier exercice social qui se clôture le 31 décembre 2024, parce que si vous faites ça, vous allez devoir approuver les comptes dès l'année prochaine. Donc ça veut dire demander à votre expert comptable de dresser un bilan, de demander à votre avocat de rédiger toute la documentation juridique d'approbation des comptes, etc. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir directement une clôture de premier exercice social le 31 décembre 2025. Comme ça, vous pourrez tenir votre première assemblée générale d'approbation des comptes en 2026 et vous n'aurez rien à faire en 2025. Alors, article 18, compte annuel. Donc là, justement, on rappelle que vous devez tenir l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Article 19, c'est un rappel sur l'affectation des résultats et la répartition des bénéfices. Article 20, commissaire aux comptes. Là, on rappelle que si vous remplissez certains critères, vous avez l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Si vous avez un doute sur le fait que la société remplisse ou pas ces critères, vous pouvez aller voir la foire aux questions. Je vous rappelle les conditions dans lesquelles la nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire. Article 21, comité social et économique. Là, tout va dépendre si la société a des salariés ou pas et le nombre de salariés qu'elle emploie. Article 22, dissolution, liquidation. Donc la dissolution de la société peut être prononcée soit par l'arrivée du terme, soit par une dissolution anticipée, c'est-à-dire l'associé unique va décider de manière anticipée de dissoudre la société. Elle va ensuite être liquidée et radiée du greffe. Article 23, contestation. Article 24, frais. Article 25, acte accompli pour le compte de la société en formation. Alors ça, c'est un article important. C'est tous les frais que vous allez engager avant que la société soit immatriculée, tous les contrats que vous allez conclure en tant que personne physique pour le compte de votre société en formation. Donc ça, c'est vraiment un article important et vous allez le voir. Ensuite, l'annexe des statuts va reprendre en fait la liste de ces actes-là. Article 26, nomination du premier président. C'est plus facile, je trouve, de nommer le président directement dans les statuts, plutôt que de devoir faire un PV à part. Comme ça fait un seul document au lieu de 2 documents. Donc là, c'est pareil. En fait, il faut compléter les coordonnées complètes de la personne qui sera nommée président. Si c'est une personne physique, vous devez compléter donc ici le premier paragraphe, et si c'est une personne morale, vous devez compléter le deuxième paragraphe. Article 27, nomination du premier directeur général. Alors là, pour le coup, si jamais vous ne nommez pas de directeur général, cet article, vous pouvez le supprimer, en pensant bien à renuméroter l'article formalité de publicité. Donc ensuite, vous allez signer les statuts. Je rappelle que la date de signature des statuts doit être postérieure à la date de l'attestation de dépôt des fonds qui sera délivrée par la banque. Dans l'ordre, vous déposez d'abord le capital social, vous recevez l'attestation de dépôt des fonds et ensuite vous signez les statuts et le reste de la documentation juridique. Donc là, vous complétez le nom de l'associé unique ou la dénomination sociale si c'est une personne morale. Généralement,
l'associé unique est également le président, donc on met une petite mention bon pour acceptation des fonctions de président de la société. Et alors ensuite, on passe à la fameuse annexe, qui est la liste des actes accomplis au nom de la société en formation. Donc là, vous avez généralement l'ouverture du compte bancaire, en pensant bien à préciser l'identité de la banque. Alors, donc ça peut être soit une banque en ligne, soit une banque avec une agence. Donc bien penser aussi à compléter l'adresse de l'agence. Une convention de domiciliation si jamais vous avez fait appel à une société de domiciliation pour l'établissement du siège social. Et ensuite, si vous avez acheté d'autres choses pour le compte de la société, vous avez engagé d'autres frais, vous pouvez compléter la liste ici. Là, on est sur un modèle de statut de SAS qui comporte plusieurs associés. Je vais passer assez rapidement puisque c'est quasiment la même chose que le modèle de statut de SASU. Je vais passer directement aux clauses qui sont un peu différentes. Donc là, dans la comparution des parties, il faudra bien penser à renseigner l'identité de tous les associés, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. L'agrément, il peut être donné soit par le président, soit par les associés. En fait, c'est vraiment deux options qui sont offertes. Le plus simple, c'est toujours que ce soit le président, parce qu'il n'y a pas besoin de réunir une assemblée générale. Le président dresse un petit PV et décide ou non de donner l'agrément. Sur la cessation des fonctions du président et plus particulièrement sur la révocation, dans les statuts de SAS à associé unique, j'ai passé rapidement parce que généralement donc l'associé et le président, là comme on a plusieurs associés, on peut vouloir révoquer de manière un peu plus rapide et un peu plus facilement le président. On a deux options, donc une révocation sur juste motif ou une révocation ad nutum. Voilà, vous avez vraiment les deux options ici, avec dans un cas le versement de dommages et intérêts si la décision est décidée sans juste motif, et dans la deuxième option, l'absence d'indemnisation en cas d'absence de juste motif. Alors ensuite, c'est la même chose pour le directeur général, tout dépend ce que vous souhaitez. Compétences des associés, alors là, si vous avez décidé que l'agrément relevait de la compétence des associés, il faudra laisser ici le point 15. Si jamais vous avez décidé que c'était de la compétence du président, dans ce cas-là, il faudra supprimer ici le point 15. Quorum majorité, ça c'est important parce que là pour le coup, généralement on distingue entre les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires. Donc les décisions extraordinaires, c'est celles qui ont pour effet d'entraîner une modification des statuts, et les décisions ordinaires, c'est toutes les autres. Généralement, donc les décisions ordinaires, elles sont prises à une majorité simple, donc 50% plus une voix. Et les décisions extraordinaires, elles sont prises à une majorité dite qualifiée. Ça peut être une majorité des 2/3 ou une majorité des 3/4 si vous voulez une majorité encore plus forte. La convocation, elle peut être assez courte. J'ai mis 5 jours parce que je trouve que c'est bien de pouvoir se réunir dans un délai assez court. Mais ça peut être un délai plus long, ça peut être 8 jours, ça peut être 15 jours. C'est à vous de décider. Donc là, nomination du premier président, on en a parlé. Nomination du premier directeur général à supprimer si vous n'envisagez pas de nommer un directeur général. Signature de tous les associés, avec une petite mention pour l'associé qui sera désigné président. Et de la même manière que pour les statuts de SAS à associé unique, vous avez aussi là la liste des actes accomplis pour le compte de la société en formation, donc bien penser à compléter l'annexe. Alors ensuite on passe sur un modèle de statut de SARL. Alors pour le coup, contrairement à la SAS, la SARL est beaucoup plus réglementée, donc en fait ce que vous allez trouver dans les statuts, c'est un rappel des dispositions du code de commerce, et vous pouvez pas vraiment vous affranchir de ces règles qui sont obligatoires, par exemple sur les délais de convocation, ce genre de choses. Vous avez pas d'option en fait, hein. C'est la loi et vous pouvez pas aménager comme vous pouvez le faire dans une SAS. Donc là, je rappelle la page de garde avec la dénomination, la forme, donc SARL, le montant du capital social et l'adresse du siège social, la comparution des parties, on en a déjà parlé, l'objet social à compléter, la dénomination sociale à compléter, le siège social,
Le montant des apports, alors là, à la différence de la SAS, c'est que vous allez devoir faire figurer dans les statuts la répartition du capital social et le montant des apports effectués par chacun des associés. De la même manière que pour la SAS, il faudra préciser l'identité de la banque et l'adresse de l'agence si c'est une agence physique. Article 7, capital social. Donc c'est dans cet article-là qu'on doit faire figurer la répartition du capital social. Donc là, vous avez le détail du nombre de parts sociales détenues par chacun des associés et le nombre total de parts qui composent le capital social. Sur la gérance, c'est un peu comme pour la présidence de SAS. Donc, on détaille ici les conditions de nomination, les conditions de cessation des fonctions et les pouvoirs du ou des gérants. Vous avez la possibilité de nommer plusieurs gérants. Alors, autant dans une SAS, vous ne pouvez pas nommer plusieurs présidents, il y a un seul président. Autant dans les SARL, vous avez la possibilité de nommer plusieurs gérants. Article 12, décision des associés. Donc là, c'est pareil, on détaille la forme et l'objet des décisions. On précise ici, donc, vous rappelez la distinction entre les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires. Les modalités de convocation, donc là, je vous le disais, c'est 15 jours. Le droit d'information des associés, la possibilité pour les associés de se faire représenter en assemblée générale, la présidence de l'Assemblée, l'établissement des procès-verbaux, la possibilité de prévoir une consultation écrite, et là, la possibilité pour les associés de prendre des décisions par acte ou sein privé, à condition, comme je vous le disais, d'obtenir la signature de tous les associés. Article 15, exercice social, donc là c'est la même chose que pour les SAS. Nomination du premier gérant, mais vous avez la possibilité d'en nommer plusieurs, donc là vous devrez compléter. Petit point d'attention, le gérant d'une SARL ne peut pas être une personne morale. C'est nécessairement une personne physique, donc attention à ce point. Autant le président de SAS peut être une personne physique ou une personne morale, autant le gérant d'une SARL ne peut être qu'une personne physique. On a le pavé de signature avec la petite mention d'acceptation des fonctions de gérant pour l'associé qui sera nommé gérant. Et l'annexe au statut. Pour terminer, je vais vous présenter un modèle de statut de SARL à associé unique. Donc là, on a toujours la page de garde, la comparution des parties, l'objet. Donc ici, la composition du capital social, forcément, c'est l'associé unique qui sera titulaire de l'intégralité des parts sociales et du capital social. La gérance, généralement, c'est l'associé personne physique qui est nommé gérant. Donc là, je vous le disais juste avant, donc on a le premier gérant, personne physique, la signature des statuts et l'annexe au statut. Une fois que vous aurez finalisé vos statuts, vous pouvez donc transmettre votre projet de statut à la banque pour l'ouverture du compte bancaire.